Elle est sous ma protection maintenant, a dit son mari de bureau lors de la réunion générale. Je lui ai juste dit, actualise les annonces de l'entreprise. Il l'a fait. Le PDG lui-même s'est approché, a pris son badge et a murmuré, as-tu une idée de la personne à qui tu parlais? Elle est sous ma protection maintenant, dit Bryce assez fort pour que tout l'auditorium l'entende. Son bras était toujours nonchalamment drapé sur le dossier de la chaise de Laura. Laura, ma femme depuis 22 ans, qui n'a même pas bronché. Elle a eu un sourire narquois, le genre de sourire qui dit « c'est normal ». Le genre qui dit qu'il ne peut rien y faire de toute façon. La moitié de l'équipe a ri. L'autre moitié a regardé nerveusement autour d'elle, ne sachant pas si elle devait rire ou prétendre ne pas avoir entendu ce qu'elle venait d'entendre. C'était le genre de moment que les ressources humaines d'entreprise prétendent ne pas exister parce que c'est juste assez inconfortable pour être ignoré. J'étais assis au dernier rang, comme je le fais toujours à ces réunions générales. Juste entre l'urne à café cassée et la prise du projecteur vacillante que personne n'a jamais pris le temps de remplacer. 30 ans dans cette entreprise et je suis devenu une partie de la tapisserie. Je ne porte pas un titre qui rend les gens nerveux. Personne n'arrête sa conversation quand j'entre dans une pièce. Je suis Richard des services généraux. Le gars qui sait où sont stockés les routeurs de secours et quelle dalle de sol craque quand les cadres arrivent en retard. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis penché légèrement en avant sur mon siège, j'ai regardé Bryce dans les yeux et j'ai dit doucement, calmement, avec cette même expression vide que je donne aux fournisseurs qui pensent que crier fait avancer le câblage plus vite. Actualise les annonces de l'entreprise. Il a cligné des yeux, presque amusé, puis a sorti son téléphone avec le genre de désinvolture exagérée d'un homme qui se croit intouchable. Laura s'est tournée pour me regarder comme si je venais de l'embarrasser. Bryce a tapé sur le portail de l'entreprise et a fait défiler. Puis sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. C'est alors que le PDG lui-même. Oui, lui. A traversé la pièce comme un homme marchant vers une mine terrestre qu'il a déjà choisi de faire exploser. Il n'a pas crié. Il n'a même pas haussé un sourcil. Il a simplement tendu la main, a retiré le badge de Bryce de son cordon, s'est penché et a murmuré quelque chose qui, à en juger par l'expression de Bryce, a frappé plus fort que n'importe quelle gifle. As-tu la moindre idée de la personne à qui tu parlais? Silence. Pas seulement de la part de Bryce, mais de toute la salle. Des gens s'agitant sur leur siège, d'autres se retournant vers moi comme s'ils venaient de réaliser qu'ils étaient assis à côté de la bombe depuis le début. Le truc quand on est sous-estimé pendant des décennies, c'est qu'on apprend à opérer sans être surveillé. On devient doué pour faire des manœuvres qui ressemblent à des plannings de maintenance et des invitations de calendrier. Et quand les gens arrêtent de vous regarder, ils arrêtent de se demander ce que vous savez et, plus important encore, à qui vous parlez. Comme le conseil d'administration, comme la conformité, comme le PDG qui me doit encore une faveur discrète que j'ai faite en 2008 quand quelqu'un a essayé de détourner un paiement de consultant à 7 chiffres et de le mettre sur le dos de son neveu. Maintenant, je n'étais plus seulement Richard des services généraux. J'étais autre chose. Nouvelle note de service à l'échelle de l'entreprise. En haut du portail. Fraîchement publié. Réorganisation du personnel. Richard Danner nommé directeur de la stratégie de conformité. Rapporte directement au PDG. Ce n'était pas une promotion. C'était une déclaration. C'était l'équivalent de se présenter à une partie d'échecs en tenant déjà le roi de son adversaire dans sa main. J'ai vu le visage de Bryce passer de suffisant à blanc. De blanc à quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la nausée. Et Laura, elle a essayé de sourire à travers tout ça. Essayer d'agir comme si tout n'était qu'une étrange coïncidence. Comme si elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle ne pensait tout simplement pas que je ferais jamais quelque chose parce que c'est ce que j'étais pour elle. Richard qui va chercher le pressing. Richard qui règle le thermostat. Richard qui ne demande pas pourquoi elle continue d'aller à des formations trimestrielles dans des hôtels qui n'accueillent aucune formation. Elle était si confiante en mon silence. Elle a laissé un autre homme la revendiquer. En public, qui plus est. Et c'est ici que je vais faire une petite demande personnelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton. Plus de 90% des gens ne s'abonnent jamais et oui, nous le remarquons. Cela signifie beaucoup pour l'équipe qui travaille en coulisses sur ces histoires. Ça entretient la flamme. Merci.
Bref, revenons à Bryce, qui avait soudain l'air de vouloir être n'importe où sauf à côté de ma femme. Il n'a pas dit un mot de plus, fixant simplement son téléphone comme s'il pouvait soudainement se mettre à lui mentir. Comme si l'annonce pouvait disparaître s'il clignait des yeux assez fort. Comme si le PDG pouvait oublier le murmure qu'il venait de lui faire. Mais ce n'était pas un bug. Ce n'était pas une blague. C'était le début. Et Bryce, pauvre, stupide, arrogant Bryce, n'avait aucune idée de la profondeur des racines de tout cela, ni depuis combien de temps je les arrosais. Laura a ri. Pas juste un petit rire poli et gêné. Le genre de rire qu'on laisse échapper quand on veut que les gens sachent qu'on est à l'aise. Comme s'ils étaient tous les deux dans la confidence. Elle s'est même un peu appuyée sur le bras de Bryce, comme si ma présence dans la pièce était un bourdonnement de moustiques en arrière-plan. Son mari depuis 2 décennies, le gars qui a écouté les histoires sans fin de sa mère, qui a réparé le Porsche d'entrée qu'elle disait détester, qui a payé ses études supérieures quand elle voulait se sentir intellectuellement vivante à nouveau. Ouais, ce gars-là n'avait apparemment pas droit à un regard. Pas même maintenant. Bryce a haussé les épaules comme si mes paroles étaient des parasites. Toujours grisé par sa performance. Il a sorti son téléphone avec une touche dramatique, a balayé vers le haut et a tapé sur le portail de l'entreprise. Je l'ai vu se produire en temps réel. Le changement, ce sourire narquois réflexe, l'arrogance profondément ancrée dans ses os, s'est évaporé en exactement 3,7 secondes. Son visage n'est pas seulement tombé, il s'est dégonflé. Les yeux plissés, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme s'il essayait de respirer à travers une paille. Son pouce planait au-dessus de l'écran comme s'il était au-dessus d'une grenade dégoupillée. Réorganisation du personnel. Richard Danner, nommé directeur de la stratégie de conformité, rapporte directement au PDG. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était chirurgical. On pouvait presque entendre les calculs mentaux se faire dans toute la pièce. Les chaises grinçaient alors que les gens se penchaient subtilement en avant. Les tintements des tasses à café qu'on reposait. Et Bryce, pauvre, confus, recalculant désespérément Bryce, fixant toujours l'écran comme s'il pouvait se transformer en une blague. Puis sont venus les bruits de pas. Mesurés, intentionnels, ni pressés, ni hésitants. Le genre de pas que les gens font quand ils ont déjà décidé exactement de ce qui va se passer et combien de temps cela prendra. Le PDG a traversé directement le sol de la conférence, pas vers le podium, pas vers la table des collations, droit vers Bryce. Pas de détour, pas même un regard pour qui que ce soit d'autre. Il s'est arrêté à moins d'1 pied de lui. Puis, sans demander, sans cérémonie, il a tendu la main et a pris le badge de Bryce directement de son cordon. Silence à nouveau. Mais c'est le murmure qui a suivi qui a tout changé. As-tu la moindre idée de la personne à qui tu parlais? Personne n'a ri cette fois. Même les représentants des RH qui faisaient semblant de répondre à des messages Slack plus tôt étaient maintenant complètement droits, alertes. J'ai vu l'une d'entre elles fermer son ordinateur portable comme s'il pesait soudainement trop lourd. Un jeune manager a murmuré quelque chose à son voisin et s'est fait donner un coup de coude pour cela. Une autre a commencé à regarder autour d'elle comme si elle venait de réaliser qu'elle avait misé sur le mauvais cheval. Je n'ai pas bougé. Je n'en avais pas besoin car tout avait déjà été mis en mouvement des semaines auparavant. Non, des mois. Les dossiers, les enregistrements, les petites pistes que les gens arrogants laissent derrière eux quand ils pensent être au-dessus des règles ou de la surveillance, tout cela était pris en compte. Ce moment, ce n'était pas de la vengeance. C'était un déploiement. Laura s'est finalement tournée vers moi alors. C'était subtil, juste un regard, comme si elle avait besoin de la confirmation que ce qui se passait était bien réel. Que l'homme qui changeait les ampoules et gérait les briefings annuels d'exercice d'incendie venait de voir son titre mis à jour en directeur de la stratégie de conformité. Ce même homme qui lui avait demandé il y a juste un mois si elle avait déjà pensé aux limites au travail. Ce à quoi elle avait répondu, impassible, ne commence pas à être jaloux maintenant. C'est juste l'énergie du bureau, n'est-ce pas? L'énergie du bureau. Bryce se tenait là, figé, son téléphone toujours à la main, maintenant complètement inutile. Laura a déplacé son poids, a baissé les yeux sur son propre appareil, et l'a vu aussi. Son visage s'est crispé. Pas encore de la panique, mais quelque chose qui s'en approchait. Parce que ce n'était pas un avertissement amusant des RH. Ce n'était pas une tape sur les doigts par courriel à propos de blagues de mauvais goût.
C'était structurel, institutionnel, ordonné. Le gars dont il se moquait dans les salles de pause, le concierge avec les clés de tout, avait maintenant des clés dont il ne connaissait même pas l'existence. J'ai vu l'un des vice-présidents de la logistique se pencher et murmurer à son assistant. Depuis quand est-il avec le bureau du PDG? Réponse. Depuis le jour où il en a trop vu et en a trop peu dit, et plus tout le monde réalisait qu'il n'avait jamais vraiment fait attention à moi, plus la pièce devenait silencieuse. Car maintenant, chaque murmure de couloir, chaque déjeuner d'affaires que Bryce ne pouvait pas expliquer, chaque week-end de formation qui n'était pas tout à fait bien enregistré avait soudain un nom attaché à la personne qui l'examinait. Le mien. Et je ne cherchais pas d'excuses. Je ne faisais que commencer. Tout a commencé avec le rire. Vous savez, ce genre de rire. Trop léger, trop doux, trop étudié. Un son que je n'avais pas entendu de sa part depuis des années. Pas à la maison, pas avec moi. Ce n'était pas le rire d'une femme regardant une bonne sitcom ou rattrapant le temps perdu avec un vieil ami. Non, celui-ci avait des couches. Des couches de flirt. Des couches dangereuses. J'étais dans la cuisine à 22h47 un mardi, en train de faire du thé. Elle était dans le salon en train de terminer un projet, son ordinateur portable ouvert, l'allure éclairant juste ce qu'il fallait ses pommettes. Elle avait l'air d'avoir 28 ans à nouveau, et moi, apparemment, j'avais l'air d'une tapisserie. Elle était sur haut-parleur. Elle ne prenait même plus la peine de passer aux écouteurs. C'est à quel point elle se sentait en sécurité. Bryce, tu es mon oxygène quotidien. Elle a gloussé. Oxygène. Je suis resté là, tenant la bouilloire, la vapeur montant, et j'ai juste fixé l'arrière de sa tête. Pas choqué, même pas en colère, juste immobile, comme un homme qui a repéré une fuite et sait que crier après l'eau ne réparera pas le tuyau. Cette nuit-là, j'ai commencé un dossier sur mon disque privé. Je l'ai nommé Logistique T2 pour ne pas éveiller les soupçons. Et puis j'ai commencé à collecter. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la jalousie. C'était tactique. D'abord sont venus les courriels, les captures d'écran, les téléchargements, les fils de discussion archivés, les messages horodatés bien en dehors des heures de travail, remplis d'émojis dont les RH se seraient régalés. Il l'appelait MVP. Elle l'appelait son rock. Une fois, elle a même terminé par « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ». Pas de points, juste 3 points de suspension. Puis sont venus les reçus, les notes de frais montrant des dîners dans des endroits où nous n'irions jamais. 2 verres, un dessert, toujours 2 entrées. Facturé comme du réseautage avec des fournisseurs, bien qu'elle n'ait pas travaillé avec un fournisseur depuis avant la pandémie. Puis j'ai recoupé les soumissions de Bryce. Même date, heure correspondante, remboursement kilométrique identique. Après ça, j'ai examiné le calendrier des conférences. C'est là que les choses sont passées de suspectes à chirurgicales. 3 mois plus tôt, Laura avait assisté à un symposium sur la conformité dans un hôtel du centre-ville. Aucun symposium n'a jamais eu lieu là-bas. J'ai vérifié, appelé le lieu, et prétendu chercher à m'inscrire. Ils m'ont dit que la salle de bal était fermée ce week-end-là pour maintenance, mais que le minibar ne l'était pas, et le garage a enregistré 2 plaques d'immatriculation y passant la nuit. La sienne et la sienne. Je ne lui ai pas dit que je savais. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai recontacté un vieil ami, Evan, le PDG. Un ancien partenaire de golf de l'époque où je jouais encore le week-end. Nous ne nous étions pas parlé depuis près d'1 an. Mais quand j'ai envoyé un texto, besoin de parler discrètement. Pense qu'il y a un risque de conformité qui se prépare. Il m'a appelé avant même que j'aie fini mon café. Nous nous sommes rencontrés hors site, dans un steakhouse tranquille avec des box insonorisées. J'ai exposé quelques-uns des premiers schémas. Il n'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête et a dit « À quel point veux-tu que cela devienne public ?» Je ne veux pas, ai-je dit. Pas encore. Je veux être chirurgical. Je veux que ce soit propre, contrôlé, documenté. Evan a siroté son bourbon, m'a fixé pendant une longue seconde, puis a souri sans humour. Je savais qu'il y avait une raison pour laquelle j'aimais jouer contre toi. Tu faisais toujours ton coup de trop avant que je ne le voie venir. À partir de ce moment, je ne me suis pas contenté de documenter. Je me préparais, posant les bases, observant les schémas,
remarquant qui d'autre riait trop longtemps aux blagues de Bryce, qui commençait à éviter le contact visuel quand Laura entrait dans une réunion. Chaque détail comptait. J'ai commencé à examiner le pipeline de conformité. Discrètement, bien sûr. J'ai cherché les points faibles dans les dépenses des départements, les irrégularités discrètes dans les validations de mentorat. Bryce s'était créé un petit empire au sein des murs des RH et des opérations stratégiques, et personne ne le remettait en question. Pas parce qu'il était bon. Il ne l'était pas. Mais parce qu'il était sympathique, parce qu'il racontait des blagues, se souvenait des anniversaires, souriait largement. Laura avait toujours craqué pour ce genre de performance. Grandes dents, petite colonne vertébrale. Pendant ce temps, j'agissais en arrière-plan. J'ai mis à jour mes accréditations internes sous prétexte de préparer notre audit semestriel des installations. Personne n'a sourcillé. J'avais déjà les autorisations d'administrateur. J'ai simplement acheminé l'accès pour l'examen de conformité sous une balise générique. Le service juridique ne remarquerait rien. Pas encore. Et finalement, j'ai dit à Evan, si ça devient compliqué, tu te retires. Laisse-moi absorber le feu. Il a juste dit, Richard, tu es le dernier gars contre qui je parierais. Ce qui est drôle avec la confiance, c'est qu'elle ne semble risquer que lorsqu'elle est nouvelle. J'avais été loyal envers cette entreprise plus longtemps que Bryce n'était sorti de l'université. Il l'avait oublié, mais pas Evan. Alors, pendant que Laura riait dans notre salon, et que Bryce faisait des blagues dans les réunions d'équipe, je regardais, j'attendais, je construisais. Parce que certains hommes frappent les murs et d'autres posent des fondations. Elle n'a pas frappé à la porte. Elle a claqué la porte assez fort pour que la vitre tremble, puis est entrée en trombe comme si elle vivait encore dans une réalité où je devais me justifier auprès d'elle. Tu l'as pris en embuscade. Laura a lancé, les mains sur les hanches comme une directrice d'école grondant un élève. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. J'ai fini de taper les dernières lignes d'un projet d'escalade de conformité. J'ai cliqué sur enregistrer et j'ai fermé le fichier. Quand j'ai finalement croisé son regard, elle fulminait déjà, les joues rouges, la mâchoire serrée, tout le catalogue de l'indignation performative. Le même visage qu'elle faisait quand un serveur lui apportait le mauvais vin. Ou quand le pressing pliait mal ses chemisiers. J'ai gardé ma voix neutre. Calme. J'ai protégé l'entreprise. C'est mon travail maintenant. Ne transforme pas ça en une noble cause, a-t-elle sifflé. Tu aurais pu venir me voir en privé. Tu aurais pu. J'ai ouvert le tiroir supérieur de mon bureau, j'en ai sorti un mince dossier et je le lui ai glissé sans dire un mot de plus. Couverture noire brillante, pas de titre, juste assez épais pour être indéniable. Elle a cligné des yeux. Une main a plané au-dessus comme si elle avait peur de le toucher. Puis elle l'a ouvert. Première page, une impression d'une entrée de calendrier intitulée Synchro fournisseur T2, confidentiel. Son nom, le nom de Bryce, horodaté à 21h15 un samedi. Lieu, une salle de conférence d'hôtel qui n'a jamais existé. Deuxième page, un reçu de service en chambre. Une chambre, 2 personnes. Signature, la sienne. Troisième page, une capture d'écran d'une conversation Slack interne sauvegardée avant qu'elle ne puisse la supprimer. Elle, tu me gâtes, MVP. Lui, seulement pour mon oxygène. Elle a tourné les pages plus vite que les horodatages, les courriels, les divergences de notes de frais côte à côte, les registres de validation de stationnement qui ne correspondaient pas aux journaux de voyage officiels. Toutes des données, toutes nettes, toutes indéniables. À la page 9, elle ne tournait plus les pages. Elle fixait. Tu as collecté ça. Sa voix s'est brisée au milieu de la phrase. Plus de colère maintenant, juste la prise de conscience. J'ai hoché la tête. Je voulais être sûr que ce n'était pas seulement émotionnel, ai-je dit. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle me jetterait le dossier à la figure. Sa main a tremblé, mais au lieu de ça, elle est juste restée là, agrippant le bord du bureau comme si le sol avait commencé à s'incliner. Est-ce de la vengeance, a-t-elle demandé, plus doucement maintenant. Presque un murmure. Parce que nous. Ne finis pas cette phrase. Je l'ai coupée, toujours calme. Tu ne veux pas mentir. Pas maintenant.
Elle avait l'air d'essayer d'invoquer une version d'elle-même qui n'existait plus. La professionnelle posée, la stratège respectée. Mais tout ce qui se montrait maintenant, c'était quelqu'un qui avait joué et perdu et qui ne pouvait pas tout à fait comprendre quand le croupier avait retiré les jetons de la table. « Tu m'as humilié. »« Non, ai-je dit en me penchant en arrière dans ma chaise. Tu as fait ça quand tu as laissé un homme passer son bras sur toi devant ton mari et la moitié de l'entreprise. Tu ne pensais simplement pas que ça aurait de l'importance. » Sa lèvre a tremblé un instant. Elle a réessayé, plus doucement cette fois. « Bryce est un ami. » J'ai haussé un sourcil. « Tu m'appelles aussi comme ça. Ça ne rend pas la chose vraie. » Celui-là a fait mouche. Elle a grimacé. Je n'ai pas bougé. J'ai laissé le silence s'installer comme de la poussière. Je l'ai laissé sentir chaque seconde. Je l'ai laissé réfléchir. Chose qu'elle n'avait clairement pas faite depuis des mois. C'est personnel, Richard. Tu ne peux pas prétendre que c'est juste à propos de l'entreprise. Ce n'est pas juste à propos de l'entreprise, ai-je dit. C'est aussi à propos de mon nom qui figure sur la même hypothèque que quelqu'un qui pense que la discrétion est facultative. Elle a dégluti difficilement. Sa main a de nouveau plané au-dessus du dossier comme si elle pouvait tout remettre à l'intérieur. Prétendre que ça n'était pas arrivé. Mais les documents ne disparaissaient pas. Ils ne pardonnaient pas. Ils n'avaient pas de mémoire sélective. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. J'ai souri juste un peu. C'est ça le problème avec les limites, Laura. Tu ne réalises qu'elles ont disparu que lorsque tu es déjà du mauvais côté. La porte est restée ouverte quand elle est partie. Pas de claquement dramatique cette fois. Juste le son de ses talons cliquant dans le couloir. Un peu trop vite. Un peu trop instable. Je l'ai regardé partir, puis je me suis retourné vers mon écran, j'ai rouvert le brouillon, j'ai ajusté la ligne d'objet, dossier d'escalade de conformité, risque de conduite interne. Son nom était déjà dans les métadonnées. Elle ne l'avait simplement pas encore vu venir. Le courriel des RH était poli, presque enjoué. « Salut, Laura. Quand tu auras un moment, peux-tu passer pour une petite synchro? Je veux juste clarifier quelques points concernant les dépenses départementales récentes. Ça ne devrait pas prendre plus de 20 minutes. » Elle n'a même pas bronché en le lisant. Elle a supposé que c'était de la routine. En fait, elle est passée devant mon bureau en chemin, s'est arrêtée assez longtemps pour me lancer un regard furieux à moitié convaincu, et à marmonner « Je nettoie tes dégâts ». Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé comme on regarde quelqu'un qui pense encore tenir une arme. Sans réaliser que le barillet est vide. Elle est entrée dans la salle de réunion des RH avec son assurance habituelle, blazer boutonné, épaules en arrière, ce demi-sourire calculé qu'elle utilisait toujours avec les gens qu'elle croyait être en dessous d'elle. 3 personnes étaient déjà assises. Marcha de la conformité RH, Joseph des finances internes, et Elena du service juridique. Tous souriants, tous courtois. Mais le ton a changé dès que la porte s'est refermée. « Merci d'être venu, Laura » commença Marcha. « Nous avons juste quelques questions sur votre collaboration avec Bryce. Rien de majeur, juste un recoupement des budgets départementaux et des registres de voyage. » Laura se détendit légèrement, jouant le jeu. « Bien sûr, évidemment. Je supposais que c'était à propos de la situation gênante d'hier. » Elena n'a pas levé les yeux. « Quelle situation gênante ?» Le sourire sur le visage de Laura vacilla juste une seconde. Elle ajusta sa montre comme si elle la démangeait. « Peu importe. Je voulais juste dire que tout va bien. » Joseph tapota un dossier devant lui et fit glisser une feuille imprimée vers l'avant. « Ceci est la note de frais de votre séminaire stratégique du 2e trimestre. Celui listé sous « prospection de fournisseurs conjointes. Celui soumis pour remboursement 2 fois. Une fois par vous et une fois par Bryce. Pouvez-vous confirmer que vous avez tous les deux assisté à cet événement ?» Laura cligna des yeux. C'était. Oui, nous y sommes allés ensemble. C'était quelque chose d'exploratoire. Nous évaluions des opportunités de partenariat. Elena intervint sans lever les yeux. Nous avons contacté le lieu. Il n'y avait aucun événement de fournisseurs ce week-end-là. En fait, l'endroit était réservé pour une fête de mariage privée. La pièce a légèrement basculé pour Laura. Ses doigts se sont crispés vers le papier comme si elle pouvait le retourner, l'effacer,
le corriger. Je veux dire, nous faisions aussi de la planification stratégique. Ce n'était pas formel. Marsha se pencha en avant, la voix toujours douce. Pouvez-vous définir ce que cela impliquait? Une planification stratégique dans une chambre d'hôtel réservée à son nom? La bouche de Laura s'ouvrit puis se referma. Ce n'était pas du contrôle des dommages. Ce n'était pas une tape sur les doigts. C'était un entretien enregistré. Pendant ce temps, de l'autre côté du bâtiment, Bryce venait de découvrir qu'il ne pouvait pas se connecter à son compte. Courriel refusé. Slack refusé. Badge d'accès clignotant en rouge. Il se tenait devant le bureau de l'informatique comme un homme dont la voiture avait été volée en plein trajet. Il a envoyé un texto à Laura. « C'est quoi ce bordel? Je ne peux me connecter à rien. Il s'est passé quelque chose ?» Elle ne l'a pas vu immédiatement. Elle était trop occupée à essuyer ses paumes sur sa jupe sous la table, essayant de ne pas laisser sa voix trembler. « Suggérez-vous une faute professionnelle ?» demanda-t-elle à Elena, en déviant. « Nous posons des questions » répondit Elena. « Vous pouvez soit y répondre ici, soit lors d'un processus d'audit formel. À vous de choisir. » C'est alors que Laura a sorti son téléphone sous la table et a envoyé un message rapide à Bryce. « Qu'est-ce qui se passe? Je suis au RH. Il me cuisine. » Pas de réponse. Elle a attendu 30 secondes, a tapé à nouveau, « S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas suspendu. » Toujours rien. De retour dans mon bureau, je regardais tout se dérouler via le tableau de bord interne que j'avais discrètement construit au cours des 3 dernières semaines. Pas de logiciel espion, rien d'illégal, juste des journaux d'accès méticuleux, des schémas de communication, des activités de compte. Chaque connexion que Bryce échouait à faire était horodatée. Chaque système qui renvoyait un drapeau rouge était un que j'avais préparé à l'avance. J'avais anticipé leur arrogance. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la vitesse à laquelle les murs commenceraient à se refermer. Et une fois que j'ai poussé le premier domino. Bryce avait toujours été arrogant, mais jamais intelligent. Il supposait que le charme pouvait couvrir la logistique. Mais la conformité ne répond pas au charisme. Elle répond au schéma, aux pistes, et celle de Bryce était partout dans le système. Laura a de nouveau vérifié son téléphone. Toujours pas de réponse. Son souffle a commencé à se raccourcir. Son cou est devenu rouge. Ce n'était plus seulement de l'embarras maintenant. C'était de la peur. De l'isolement. Elle était montée sur une planche, pensant faire une petite danse et revenir, mais le navire avait déjà bougé. Elle a essayé de sourire à nouveau pour détendre l'atmosphère. Écoutez, je serai heureuse de fournir plus de contexte plus tard. Ce ne sont que des malentendus. Marcia lui a souri en retour. Génial. Nous allons programmer un examen plus approfondi avec un audit externe. En attendant, votre statut sera temporairement réaffecté au télétravail jusqu'à ce que nous terminions nos conclusions préliminaires. Ce mot, télétravail, a atterri comme un couteau. Il la mettait à l'écart. Hors des réunions, hors du bureau, hors de la proximité de Bryce, hors de l'histoire. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai croisé les mains et j'ai attendu. Le deuxième domino vacillait déjà. La salle de conférence qu'ils ont choisie n'était pas une des habituelles. Pas de mur en verre, pas de croissant servi, pas de faux bonsaï dans le coin. Celle-ci était scellée, insonorisée, sans fenêtre, juste des murs épais et des réputations encore plus épaisses. Le PDG était assis en bout de table, flanqué de 2 membres du conseil d'administration, d'un auditeur externe et d'Elena du service juridique. Pas d'assistant, pas d'observateur, pas d'invitation numérique, tout était fait à la main sur papier, les téléphones laissés à l'extérieur. C'est comme ça qu'on savait que c'était sérieux. J'ai apporté un seul classeur, pas de diaporama, pas de clé USB, un classeur. Ils ont respecté ça. Je l'ai posé au centre de la table et je l'ai ouvert. Ceci, commençai-je, est une analyse détaillée des fonds détournés sur 4 trimestres, tous directement liés à des interactions interdépartementales entre les opérations stratégiques et les ressources humaines. Elena semblait déjà familière avec les premières pages. Elle m'avait aidé à enfiler l'aiguille après tout, mais les autres, ils commençaient à peine à comprendre la profondeur de la situation. J'ai parlé d'une voix égale. Pas de drame, pas d'accusation, juste des faits.
12 notes de frais signalées pour duplication. 8 journaux de voyage avec des justifications de fournisseurs falsifiés. 4 dérogations de mentorat signées et validées sans les signatures de conformité. Et un compte non autorisé utilisé pour masquer des remboursements personnels en tant que crédit de formation départementaux. J'ai tourné la page. Ce sont des captures d'écran de Slack et de courriels internes corroborant la coordination entre les parties impliquées. Le nom de Laura y figurait. Celui de Bryce aussi, ainsi que 2 autres qui avaient tranquillement bénéficié du chaos qu'il avait créé. Un aux achats, un à la formation. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai laissé le poids des documents faire le travail. Les dates, les eurodatages, la structure. Parce que la fraude, ce n'est pas une seule preuve irréfutable. C'est une architecture. Ils avaient construit un petit château de mensonges. Et j'ai apporté les plans. Quand j'ai eu fini, j'ai glissé une copie d'un rapport intitulé « Matrice de vulnérabilité pour les investisseurs, facteurs de risque éthique interne au PDG ». Ceci était votre plus grande responsabilité. Non pas à cause de l'échelle, mais à cause de la visibilité. Une fuite dans la presse sur des relations personnelles influençant les décisions budgétaires, et cette entreprise ne perd pas d'argent, elle perd de la crédibilité. Et une fois que la confiance est partie, il n'y a pas de programme de rachat pour ça. Un des membres du conseil d'administration, un homme nommé Sullivan, s'est penché en arrière dans sa chaise, les bras croisés. Pourquoi ne nous avez-vous pas apporté ça plus tôt, Richard? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que je n'étais pas officiellement responsable de nous protéger jusqu'à maintenant. Silence. Et puis, lentement, Sullivan a hoché la tête. Le PDG a joint ses mains. Jusqu'où cela s'étend-il? L'implication interne semble limitée à moins de 10 employés. La plupart inconscients, mais le schéma central, Bryce était l'architecte, Laura savait. Peut-être pas l'échelle, mais elle l'a permis. Elena a ajouté, nous avons déjà verrouillé les systèmes de messagerie et suspendu toutes les transactions actives liées au compte signalé. C'est propre. Pas de violation, pas d'exposition, mais cela devait se produire maintenant, avant que les rapports de fin d'année ne soient publiés. J'ai tourné à la dernière page. Il y a une dernière chose, ai-je dit. Bryce a utilisé un compte de subvention de mentorat pour payer un contrat de fournisseur qui n'existe pas. Cet argent, plus de 12 000 $, a été réacheminé via une société de conseil inactive depuis 2019. Cela a attiré l'attention de Sullivan. Société écran. J'ai hoché la tête. Enregistré dans le Delaware. Devinez qui est l'administrateur listé. Personne n'a répondu. Il n'en avait pas besoin. Laura Danner. L'ambiance dans la pièce a changé. Pas de halètement. Juste une colère silencieuse et concentrée. Le PDG a enlevé ses lunettes et s'est frotté la tempe. Bon sang. Personne n'a dit un mot pendant près d'une minute. Le genre de silence qui ressemble à une mèche qui grésille lentement vers quelque chose d'explosif. Finalement, l'autre membre du conseil d'administration, une femme nommée Ingrid, a parlé. Alors, et maintenant? Le PDG ne l'a même pas regardé. Il m'a regardé. Vous êtes en charge de cette résolution. Le conseil vous donne toute autorité. Pas de presse, pas de fuite, pas de règlement jusqu'à ce que vous donniez votre accord. J'ai hoché la tête une fois. Rien de dramatique, juste des affaires. Compris, ai-je dit. J'ai fermé le classeur et je me suis levé. La salle n'a pas applaudi, mais ils ne m'ont pas arrêté non plus. Le respect n'était pas donné. Il était comptabilisé silencieusement, précisément, dans des moments comme celui-ci. Et maintenant, ils comprenaient ce que j'étais. Pas un concierge, pas un fantôme, un mur. Celui qu'ils n'ont pas vu jusqu'à ce que quelqu'un s'écrase dessus. La porte du garage a grincé en s'ouvrant comme elle le faisait toujours, comme si elle était contrariée d'être dérangée. Laura est entrée et a coupé le contact, restant assise dans l'habitacle silencieux de sa voiture pendant une minute entière, le moteur cliquetant doucement en refroidissant. Son reflet la fixait dans le rétroviseur. Le maquillage à moitié fondu par la tension de la journée, les cheveux attachés un peu trop serrés. Elle était censée être en contrôle. Elle était toujours en contrôle, sauf que maintenant tout semblait embrumé. Pas de texto de Bryce. Pas d'appel retourné.
Son ordinateur portable avait été effacé à distance. Son accès au disque interne restreint. Le courriel de réaffectation à distance était arrivé il y a 1 heure, froid et clinique, et pire encore, il n'avait même pas été envoyé par les RH. Il venait de moi. Elle est entrée dans la maison avec une sorte de précision rigide, comme le font les gens quand ils essaient de ne pas donner l'impression d'être observés, même lorsqu'ils sont seuls. Elle a laissé tomber son sac à main sur le banc de l'entrée, a enlevé ses talons avec trop de force, et s'est dirigée directement vers la chambre, puis s'est arrêtée. La pièce semblait étrange. Plus légère. Elle a balayé l'espace du regard. Quelque chose manquait. Pas de chemise sur les crochets. Pas de montre sur la commode. La table de chevet de mon côté était vide. Le tiroir ouvert comme un tiroir jamais laissé ainsi. Et puis elle l'a vu. De son côté du lit. Un seul dossier manie posé précisément sur la couette, incliné juste comme il faut. Pas de désordre, pas de confusion, juste les mots écrits au marqueur épais, actifs comme un. Elle n'a pas bougé au début, fixant l'objet comme s'il pouvait se mettre à parler. Puis, lentement, elle s'est assise et a ouvert le rabat. À l'intérieur, elle a trouvé des copies des documents de la fiducie successorale, la fiducie qui protégeait notre maison, nos économies, nos véhicules de retraite, nos participations. Il avait fallu des années pour la structurer. Des années de réunions juridiques et d'ajustements pour s'assurer que si quelque chose arrivait à l'un de nous, l'autre serait protégé. Mais maintenant, son nom avait disparu, modifié proprement, légalement, irrévocablement, en attente de l'audit final. Il y avait un post-it sur la dernière page, de mon écriture. Simple, précis, pas en colère. Jusqu'à ce que l'audit soit terminé. Veuillez contacter mon conseil. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a sorti son téléphone, a ouvert notre application bancaire partagée. La reconnaissance faciale n'a pas fonctionné. Elle a essayé la connexion manuelle. Elle a chargé brièvement, puis a renvoyé un message. Accès utilisateur révoqué. Contactez l'administrateur principal du compte. Moi. Elle a ouvert le tiroir de son côté. Passeport disparu. Tiroir du bureau. Sa carte de crédit de secours avait été refusée plus tôt dans la journée. Elle s'en est souvenue. Elle avait pensé que c'était un bug. Maintenant, elle savait que ce n'était pas un bug. C'était du confinement. Elle est restée assise là, toujours dans ses vêtements de travail, les mains sur les genoux, soudain incertaine de savoir si elle vivait encore dans cette maison ou si elle squattait simplement les décombres de quelqu'un d'autre. Elle s'est levée, a ouvert le placard, mon côté était vide, chaque cintre était vide, les housses de costume avaient disparu. Même le petit plateau en céramique où je gardais mes boutons de manchette avait disparu. Mais je n'avais pas tout pris. Sur le comptoir de la salle de bain se trouvait une seule photo encadrée. Nous deux, il y a peut-être 15 ans, debout devant un lac quelque part dans le Vermont. Elle riait. Je plissais les yeux contre le soleil, une main sur son épaule. Elle l'a prise. Au dos, j'avais scotché une impression. Les métadonnées de l'image de son téléphone, prouvant que la date avait été modifiée. Elle m'avait dit que c'était de notre week-end d'anniversaire. Ce n'était pas le cas. C'était d'une conférence à laquelle elle avait participé sans moi. La goutte d'eau. Elle est retournée dans la chambre, s'est assise sur le bord du lit, le dossier toujours sur ses genoux. Le silence n'était pas paisible. Il lui serrait la poitrine. Pas de culpabilité, mais de la peur. De la vraie peur. Parce que pour la première fois, elle réalisait qu'elle ne savait plus qui j'étais. Ou pire. Qu'elle ne l'avait peut-être jamais su. Et maintenant, il n'y avait plus de conversation à avoir, pas d'excuses prêtes, pas de texto de Bryce, pas de plan, juste le bourdonnement du réfrigérateur en bas, et le son sourd et résonnant de sa propre respiration dans une maison qui n'était plus la sienne. Bryce entrait toujours dans le bureau comme s'il était le personnage principal d'une sitcom entrant sur scène par la gauche. Large sourire, pistolet avec les doigts, blague dans 3 directions avant même d'atteindre son bureau. Ce jour-là, pas d'entrée, pas de sourire, pas de trace. À la place, une alerte de sécurité à l'échelle du campus a été envoyée à 7h42. Numéro d'identification de l'employé 543 102. Temporairement désactivé. Ne pas outrepasser les protocoles d'accès. À 8h05,
Le bureau de Bryce avait été vidé. Pas emballé, vidé. Un chariot des services généraux est passé avec son moniteur, sa chaise, et une pile de tasses fantaisie qu'il avait toujours insisté pour dire qu'elle le rendait accessible. La plaque nominative sur son box avait été décollée. Son stagiaire, Camille, se tenait près de l'imprimante avec l'air de quelqu'un à qui on avait volé son chien. Laura, pendant ce temps, s'est réveillée avec un courriel dont l'objet était si sec qu'il en semblait chirurgical. Ajustement temporaire de l'arrangement de travail. Le corps du message était encore plus froid. À compter d'aujourd'hui, vous êtes réaffecté à des tâches en télétravail uniquement en attendant un examen plus approfondi des questions de conformité interne. Vous n'êtes pas autorisé à contacter les membres de l'équipe pendant cette période. Elle l'a lu 3 fois. Elle n'était pas licenciée. Pas encore. Juste chirurgicalement isolée. Pas de contact. Pas de Slack. Pas d'appel vidéo. Juste le silence. Même son calendrier était vidé. Les réunions avaient disparu comme de la fumée. Les documents partagés envolés. Les fichiers gelés. Son nom, autrefois fièrement attaché à la moitié des projets des opérations stratégiques, avait été remplacé par indéterminé. Elle a envoyé un message à Bryce. Pas de réponse. Elle a appelé, directement sur la messagerie vocale. À midi, les chuchotements ont commencé. Le marketing a murmuré en premier. Dan des médias payants s'est penché pour chuchoter à Priya à propos de quelque chose de bizarre avec Laura. À 13h, cela s'était propagé à la technologie. À 14h, quelqu'un de l'analyse client avait consulté le LinkedIn de Bryce et chuchoté, n'était-il pas en train de parler à ce panel la semaine dernière? Les fils de discussion ont explosé. Bryce est-il vraiment parti? Laura a-t-elle été rétrogradée? Je pensais qu'ils n'étaient que des meilleurs amis de travail. Vérifiez l'organigramme. Son nom a disparu. Puis est venu l'effet d'entraînement. Les RH ont convoqué 2 autres employés du soi-disant cercle de mentors de Bryce, Shannon des achats et Elise de la formation et du développement. Les 2 femmes avaient parlé de lui en termes élogieux lors des réunions publiques, posté des selfies de séminaires d'équipe, et approuvé plus de quelques dépenses suspectes avec son nom sur la note de service. Maintenant, elles étaient interrogées. Sévèrement, pas cuisinées, juste tranquillement décortiquées. Schéma, journaux, trajet Uber correspondant, vol réservé avec la même carte. L'une d'elles avait même soumis un soin de spa sous la rubrique « Essai de bien-être en entreprise ». Bryce l'avait approuvé lui-même. En fin d'après-midi, quelqu'un du service juridique a discrètement recommandé de suspendre tous les programmes de mentorat interfonctionnel, en attente d'un examen complet du cadre. C'est là que les gens ont vraiment commencé à transpirer. Il ne s'agissait plus de moi. Pas de Richard. Pas du type tranquille des services généraux devenu directeur de la conformité. Il s'agissait de l'écosystème que Bryce avait construit. Un petit empire douillet de faveurs et de flirts, enrobé de jargon professionnel et juste assez de langage RH pour rester indétecté. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Maintenant, c'était un virus. Un virus qui a infecté les budgets des départements, les programmes de mentorat, les relations avec les fournisseurs et les voyages interdépartementaux. Le directeur financier a programmé une réunion à huis clos avec l'audit interne. Le directeur marketing a annulé un séminaire prévu, citant un examen budgétaire. Même le comité de la diversité a suspendu sa vitrine du mentorat parce que devinez qui avait été mis en vedette dans la vidéo de présentation du dernier trimestre, souriant à côté d'un groupe d'étoiles montantes triées sur le volet? Bryce. Soudain, personne ne voulait voir son nom sur quoi que ce soit qui l'ait touché. Les recommandations sur LinkedIn ont été effacées, les photos supprimées. Une employée a même changé sa biographie à propos de moi fier d'avoir été mentoré par Bryce passionné par l'apprentissage et la croissance. Contrôle des dommages, à plein régime. Et Laura, elle était assise seule devant son ordinateur portable dans la cuisine, se connectant avec des identifiants limités, cliquant sur des tableaux de bord fantômes, essayant de prétendre qu'elle avait encore un travail, mais même l'accès VPN ralentissait maintenant. Son monde se rétrécissait d'heure en heure. Elle a actualisé sa boîte de réception, rien. A vérifié Slack, pas de canaux, a ouvert son calendrier, vide. Pendant des années, elle avait pensé qu'elle surfait sur la vague de l'influence interne, que sa proximité avec Bryce la rendait intouchable. Mais l'influence,
lorsqu'elle est bâtie sur des sous-entendus et des services rendus, a une durée de vie. Et la date d'expiration venait de tomber. Maintenant, la question n'était plus seulement et qui savait. Mais qui a permis, et les murs se refermaient. La salle du conseil ne ressemblait plus à un espace de conférence. Elle ressemblait à une salle d'audience. L'air était plus lourd, comme si même le système de ventilation comprenait ce qui allait se passer. Ils ont légèrement baissé les lumières. Intentionnellement, j'en suis sûr. Pression psychologique subtile. Enlever le confort. Inviter la clarté. À la longue table, j'étais assis à la droite du PDG. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Sa présence suffisait. Calme. Absolu. Ce n'était pas une négociation. C'était un jugement. En face de moi, Bryce était avachi sur son siège, essayant toujours de jouer la carte de la décontraction. Le fantôme de ce sourire narquois caractéristique tressautant au coin de sa bouche. Mais ce n'était plus qu'un réflexe maintenant. Aucune conviction derrière. Laura était assise à côté de lui, le dos raide, les yeux vitreux, quelque part entre l'incrédulité et l'effroi. Son maquillage était parfait. Son expression ne l'était pas. Elena du service juridique se tenait en bout de table. Pas de fanfare, pas de présentation, juste des affaires. Nous sommes réunis pour clore les conclusions relatives à une faute professionnelle interne et au risque de conformité subséquent. Ceci sera enregistré pour les archives de la direction uniquement. Elle a ouvert le dossier d'un geste lent. Chaque page tournait délibérément. Première violation documentée des sections 3.1, 3.4 et 5.2 de la politique d'éthique, relative aux relations professionnelles inappropriées entre le personnel de direction et les subordonnés. Laura n'a pas réagi. Bryce s'est frotté la mâchoire comme si elle pouvait disparaître s'il appuyait assez fort. Deuxièmement, détournement financier, remboursement falsifié, demande en double, et utilisation abusive des fonds de mentorat totalisant un peu plus de 31 000 $. Le tout avec des approbations internes corroborées. La tête de Bryce est légèrement tombée. Troisièmement, violation des protocoles d'accès aux données, y compris le partage non autorisé de fichiers entre employés sans documentation de conformité. Elena a fait une pause. Puis elle a regardé directement Bryce. Vous avez acheminé des fichiers de l'entreprise via une société écran dormante au nom de Laura Danner. Nous avons trouvé 3 journaux de paiement à ce compte provenant de budgets internes qui ne listent aucun livrable et aucune preuve de service. Laura a cligné des yeux une fois, lentement. Quatrièmement, a continué Elena, risque d'exposition. Si ces activités s'étaient poursuivies sans être détectées, cette entreprise aurait été confrontée à une responsabilité potentielle dans le cadre d'un recours collectif pour harcèlement au travail. Négligence des investisseurs et non-conformité fédérale. Elle a fermé le dossier avec finalité. Les actions de M. Danner ont protégé cette entreprise de ce résultat. Il a recueilli des preuves, les a soumises correctement, et les a présentées d'une manière qui nous a permis d'agir avant que des dommages externes ne se produisent. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était précis, comme une respiration retenue avant un verdict. Le PDG a tourné la tête vers moi. Vous avez l'autorité du Conseil pour exécuter la résolution. Le dernier mot. Je n'ai pas bougé sur mon siège. Je n'ai pas ajusté ma cravate. Je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. C'était tout. La tête de Laura a eu un léger sursaut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Elena qui a répondu. Bryce Thomas. Avec effet immédiat. Votre emploi est terminé pour faute grave. Vous perdez toutes les indemnités de départ, les options d'achat d'actions, et les références internes. Votre accès reste suspendu indéfiniment. Le service juridique se réserve le droit d'engager des poursuites pénales en fonction des conclusions de l'audit. Bryce a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Pas de défense, pas de baratin, juste un souffle qui est mort avant d'atteindre l'air. Elena s'est tournée vers Laura. Laura Danner, on vous a offert un accord de séparation volontaire. Il comprend une clause de non-divulgation, une indemnité de départ partiel, et une clause de non-concurrence d'1 an dans le secteur. Si vous refusez, nous procédons à un examen formel, qui, sur la base des preuves actuelles, inclut des accusations de complicité liées à la dissimulation financière et à la fausse déclaration. Laura l'a fixé, puis m'a fixé, sa voix à peine audible.
C'est toi qui as fait ça. J'ai incliné la tête. J'ai découvert ce que vous avez essayé de cacher. Il y a une différence. Tu détruis tout. Non, ai-je dit. C'est vous qui l'avez fait. Je ne fais qu'enlever les décombres. Le PDG s'est levé. Tout le monde a suivi. Bryce non. Il est juste resté assis là, essayant toujours de comprendre quand le jeu avait changé et pourquoi personne ne le lui avait dit. Laura s'est levée lentement, comme si elle venait de vieillir de 20 ans. Ses yeux ont balayé la pièce à la recherche d'une bouée de sauvetage qui n'existait plus. Elle m'a regardé une dernière fois, mais je n'étais plus son mari. J'étais la résolution, et la pièce le savait. La nouvelle s'est répandue en interne avant même que Bryce n'ait quitté le bâtiment. Un par un, ses badges d'accès ont été désactivés. Il a essayé de badger dans l'ascenseur de la direction, lumière rouge. La sécurité attendait déjà en bas avec une boîte contenant le contenu de son bureau. Bien que, pour être honnête, il n'y avait pas grand-chose à emballer. Bryce ne gardait pas de dossier. Bryce ne gardait rien. Il flottait sur le charme et les invitations de calendrier. Maintenant, pas de sourire, pas de rebond dans sa démarche, juste le silence, la batterie de téléphone morte, et la lente marche dans le couloir de l'étage qu'il dirigeait autrefois comme une scène personnelle. Il est passé devant le mur de verre des RH où les gens à l'intérieur faisaient semblant de ne pas regarder, mais tout le monde regardait. Tout le monde regarde toujours quand une chute est si soudaine, si complète. Laura est sortie quelques heures plus tard, les papiers à la main, sa démarche robotique, son visage illisible. Le conseil lui avait offert une porte de sortie, démissionner tranquillement, accepter l'accord de non-divulgation et la clause de non-concurrence d'1 an, ou faire face à des accusations formelles de dissimulation de données et d'utilisation abusive à titre de complicité des systèmes internes. Elle a signé. Bien sûr, elle a signé. Il n'y aurait jamais eu de procès, pas de gros titres. Les dégâts devaient être scellés, pas étalés. C'est ainsi que cette entreprise se protégeait. Elle est partie avec rien d'autre qu'un silence qui lui collait à la peau comme de la fumée. À la maison, je finissais déjà ce que j'avais commencé. La valise était ouverte sur le lit. Un tiroir de chemise, 2 costumes pliés, les essentiels de base. Je ne prenais pas grand-chose. Je n'en avais pas besoin. La maison, la fiducie, les comptes, ils n'étaient plus à elle. Son nom avait été rayé de tout avec une précision chirurgicale. Tout était légal, tout était irréversible. Elle se tenait dans le couloir, les bras enroulés autour d'elle comme une enfant dans un orage, me regardant faire ma valise comme si elle avait quelque chose à dire, mais ne connaissait plus la langue pour le faire. Finalement, elle a parlé. Je ne savais pas qui tu étais vraiment. J'ai fermé lentement la valise, je me suis tourné pour lui faire face une dernière fois, et j'ai dit, c'était le but. Pas de cris, pas de pause dramatique, juste un fait. Puis j'ai pris la valise et je suis passé devant elle. Elle n'a pas suivi. Ne m'a pas demandé de m'arrêter. Elle est juste restée là, fantomatique, dans la maison que nous avions construite ensemble. Brique par brique, mensonge par mensonge. À la porte d'entrée, j'ai attrapé la dernière enveloppe que j'avais laissée sur la console. Une copie du transfert final des actifs. Tout ce qu'elle avait autrefois touché était maintenant réacheminé. Elle n'avait pas de clé, pas de code, pas d'accès. Derrière moi, la maison est restée silencieuse. Pas d'excuses, pas d'adieu. Juste l'écho doux de mes chaussures sur le parquet, le grincement de la porte en s'ouvrant, et le clic subtil en se refermant derrière moi. Et c'était tout. Pas de cérémonie, pas d'applaudissements, juste la fermeture d'une porte et l'implosion d'une réputation bâtie sur la commodité et la tromperie. Bryce était parti. Laura était finie. Et moi, je n'ai jamais regardé en arrière.